Mes chers amis, qui aurait pu imaginer que nous soyons plus de 2000 aujourd'hui à la Grande Motte? Bien entendu, on vous le doit, mais permettez-moi simplement de remercier ceux qui ont été à la base et qui ont bossé pour préparer ces universités d'été. Je veux parler des deux Jean-Marie, les twins, Jean-Marie Bockel et Jean-Marie Cavada. Merci pour le travail qu'ils ont effectué tous les deux pour ces universités. Merci aussi à toute l'équipe de l'Alliance, autour de Christian Debève. Merci Christian pour ce que tu as fait. France Savelli, je ne sais pas où elle est, François-Xavier Priolo et Thomas Elexhauser. Je suis heureux une nouvelle fois de me retrouver à côté de mon ami Yvan Lachaud, qui est désormais président d'un groupe parlementaire, et d'être en quelque sorte dans ces terres. C'est un ami, et vous savez, en politique, ceux que vous pouvez qualifier vraiment d'amis, c'est assez rare, mais il en fait partie. Et merci enfin aux trois présidents des jeunes, Jérémy Coste, Daniel Leca et Samuel Berthet, qui apportent leur énergie à nos universités d'été. Tant pis pour vous, vous entendrez les mêmes remerciements tout à l'heure de Jean-Louis, mais je ne pouvais pas ne pas le faire. Alors, mes chers amis, nous sommes entre nous. Il n'y a pas de témoins. Et ça va me permettre de pouvoir dire les choses. Sans ambiguïté et sans détour. Plutôt que de nourrir des incompréhensions capables de nourrir des rancœurs, j'ai envie de vous dire les choses telles que je les pense. Vous êtes nombreux ici à la Grande Motte, amis et militants du Parti radical ou de la gauche moderne, et je sais bien parfois ce que vous dites de moi. Morin, l'empêcheur de candidater en rond, Morin, le perturbateur, Morin, l'enquiquineur. Et ça, ce sont les remarques les plus sympas, certains d'autres sont moins aimables, vous aurez l'occasion de les lire. Je connais ces critiques, et je vais vous dire, si j'étais à votre place, il pourrait que je réagisse comme vous. Mais en même temps, je ne voudrais pas qu'on se trompe de sujet. Oui, je crois qu'il est bon de rappeler, mes chers amis, pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Comme à Épinay fin juin, nous sommes réunis, non pas pour constituer une écurie présidentielle pour tel ou tel, mais pour reconstruire notre famille politique. Non pas pour observer qui va gagner à l'applaudimètre, je m'adresse notamment aux jeunes, mais pour faire grandir notre unité. Non pas pour ressasser les divisions du passé ou instruire d'inutiles procès, mais pour engager les projets qui rassemblent. Depuis 2007, soyez-en sûrs, je n'ai eu de cesse avec mes amis du Nouveau Centre d'en appeler à notre réunion. Il a fallu du temps et il a fallu surtout la perspective de 2012 pour que les électrons centristes se remettent en mouvement. Mais notre unité est devenue réalité et grâce à elle, nous sommes en situation de défendre nos idées à l'élection présidentielle au printemps prochain. Et vous n'imaginez pas, mais plus que vous, peut-être pas plus, mais au moins que vous, autant que vous, quel est mon bonheur réel, sincère. Je suis bourré d'émotions au moment où je vous parle.
de nous voir aussi nombreux aujourd'hui. Nous sommes là pour porter un projet politique profondément novateur mais regardez l'état du débat politique en France. Face au PS qui n'a toujours pas vu que nous avions changé de siècle, et face à l'UMP pour qui il sera difficile de refaire campagne sur la République irréprochable, sur le président du pouvoir d'achat ou sur le travailler plus pour gagner plus. Il leur faudra une sacrée agence de com'. Et après l'élection présidentielle de 2012, à laquelle nous allons pour gagner, n'en doutez pas un seul instant, cette reconstruction dont nous posons la première pierre aujourd'hui sera le pivot de la recomposition du paysage politique français. Aujourd'hui, c'est une date historique dans la recomposition du paysage politique. Si la droite et le centre perdent, il y aura nécessairement recomposition. Et si la droite gagne, il y aura certainement aussi recomposition. Et dans tous les cas, nous en serons la pierre angulaire. Et les sénatoriales, je le dis à ceux qui sont candidats dans quelques semaines, seront pour nous la première occasion d'en faire la première démonstration. Nous en avons parlé avec les deux secrétaires généraux, Laurent et Philippe, il y a peu de temps. Et ce n'est pas rien, le défi que je vous propose. Personne ne nous aidera. Personne ne nous fera la courte échelle. C'est pourquoi je veux vous dire quelque chose. Et je vous le dis, et écoutez-le bien, et notez-le bien, et enregistrez-le bien. Vous ne me trouverez jamais sur le chemin de la préférence personnelle au détriment de notre ambition collective. Croyez-moi, les leaders égocentriques, j'ai déjà donné. Je pense que même s'il y avait un diplôme, Jean-Louis, honoris causa en la matière, je pense que j'aurais enfin un beau diplôme à mettre sur les murs à la maison. Chers amis radicaux, je veux que vous sachiez le profond respect que j'ai pour votre démarche depuis que nous avons décidé d'avancer les uns vers les autres. Oui, Jean-Louis, oui, Laurent, oui, Rama, je sais les pressions que vous avez subies, comme vous, élus locaux, à l'heure de quitter l'UMP. Je sais celles que vous subissez, je sais celles que vous subirez encore, vous et vos camarades. Votre démarche a été courageuse et loin de moi l'idée de la minimiser. Vous avez fait ce choix. Vous avez fait ce choix parce que vous savez comme moi que cette indépendance, celle que je souhaite pour nous tous, est la preuve de notre crédibilité et la condition de notre réussite. Mais en tant que président du nouveau centre, depuis 2007, je veux vous dire aussi que cette construction unitaire impose réciproquement de respecter le passé et le chemin de ceux qui ont construit le nouveau centre. Et je sais que chez les radicaux et chez la gauche moderne, l'humanisme des militants les amène naturellement à respecter l'identité de l'autre. N'oubliez pas, mes amis, que ceux du nouveau centre qui sont ici, et je pense en particulier aux parlementaires qui sont là, Yvan, Philippe, Rudy, Jean-Léonce, Jean-Marie, tous ceux qui sont au premier plan, Hervé, Catherine, enfin bref, j'arrête. Ils ont vécu une histoire qui est peu commune ces 10 dernières années. Alors ça va vous paraître un peu long, mais je vais vous la raconter pour que vous compreniez notre démarche. En 2002, ils ont vu leurs amis quitter les uns après les autres l'UDF. Je ne cherche pas à condamner ou à juger ceux qui ont fait ce choix, c'est un fait. Ils ont tenté quelque chose, certains par opportunisme, mais beaucoup par conviction. J'ai encore en souvenir
Pierre Méhaignerie expliquait qu'au sein de l'UMP, le centre droit serait capable de peser beaucoup plus dans la vie politique française. On a vu où cela nous mène, à l'effacement ou même à l'enfouissement de nos idées. Mes chers amis, en septembre 2011, je vous le demande, où est la voix des centristes de l'UMP? Où est la conscience sociale de l'UMP? J'entends les Lucas, les Mariani, les Ciotti, ce que j'appelle le pipopulisme. J'entends toute la droite populaire, tous ces sarapalines en costume cravate. Oui, eux, je les entends. Mais nos camarades centristes de l'UMP, où sont-ils? Vous les avez entendus au moment du discours de Grenoble. Vous les avez entendus contre l'interdiction de la binationalité de nos soldats, nous qui sommes la seule armée du monde à avoir la Légion étrangère. Vous les avez entendus sur les fichiers des assurés sociaux. Ah oui, j'avais oublié, Jean-Louis, on les a entendus. Et on a entendu Jean-Pierre Raffarin ce week-end. Mais pour défendre quoi? Les piscines à vagues, les trains fantômes et les grands 8 de son département. Ça, c'est 2012. Mais en 2002, personne ne connaissait la fin de l'histoire. Et j'ai en tête un souvenir assez humiliant. J'étais jeune président du groupe UDF et à chaque conférence de presse, on me demandait une seule question, comme la presse sait faire, là, de façon répétitive. Tu vois, Rama, là, une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Mais Monsieur Morin, votre groupe parlementaire, il sert à quoi, au fait? Puis il y a eu la traversée du désert, qui nous faisait appeler par les mêmes médias les Bédouins, formule de notre mentor. Le vote de la censure au gouvernement de Dominique de Villepin, c'était pas si facile que ça. Puis le combat présidentiel que nous avons commencé dans la compassion ironique à seulement 3% d'intention de vote. Je le dis 3% parce que ça permet de se dire que les sondages d'un jour ne sont pas les sondages du lendemain. Et lorsqu'en mai 2007, nous avons cru enfin atteindre notre terre promise, ce grand rassemblement des hommes et des femmes de bonne volonté, de gauche et de droite, eh bien, au nom de l'ambition d'un seul, tout est parti en fumée. Absolument tout. Une implosion doublée d'une explosion. De l'enthousiasme de Bercy, souvenez-vous, rempli comme un œuf, de l'ivresse des parcs d'exposition pleins à craquer, nous sommes passés au silence sépulcral de notre quartier général de la rue de l'Université, où nous errions à quelques-uns dévastés par la totale absurdité de la situation. Et si je vous raconte tout cela, c'est pour que vous compreniez qu'il est de ma responsabilité, au nom de cette histoire, au nom du courage politique de celles et ceux qui ont décidé de maintenir à travers la création du nouveau centre cette petite flamme centriste, au nom de tout cela, de veiller à la solidité et à la pérennité de nos engagements à venir et de faire en sorte que le nouveau centre reste soudé et uni dans l'ambition que nous partageons. Si je vous raconte cette histoire, c'est aussi pour vous dire que nous nous engageons avec espoir et énergie dans ce nouveau et beau rassemblement, mais qu'échaudé par 10 ans de notre propre histoire collective et personnelle, nous souhaitons simplement maîtriser, un tant soit peu, un destin qui nous a échappé à 2 reprises et qui nous a fait tant de mal ces 10 dernières années. Et c'est ça que je voulais vous dire. Mais, mes chers amis, n'ayez aucune crainte. Notre vigilance n'altère en rien notre loyauté et notre exigence n'altère en rien notre espérance. Nul n'est irremplaçable, c'est clair, mais nous, centristes, nous sommes indispensables. Nous sommes indispensables à la majorité, indispensables à la démocratie pour en finir avec la monarchie républicaine, indispensables parce que nous sommes le rempart d'une alternance à gauche et nous sommes le moteur d'une alternance à droite. Voilà pourquoi
nous devons nous réunir. Mes chers amis, une démocratie qui se limiterait à un duel permanent entre le PS et l'UMP, ce ne serait plus la France. La France, elle est trop diverse, trop plurielle, trop complexe pour accepter l'uniformité. Au contraire, elle a besoin de polyphonie, pour reprendre le joli mot de Jean-Louis, pour que vive le débat de la démocratie et pour qu'on trouve sur chaque question la bonne solution. C'est bien ça le sujet, la diversité de la représentation politique pour apprécier la bonne solution. Et Dieu sait que ça a manqué durant ces 4 ans sur un certain nombre de sujets. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est justement pour nous permettre de gagner ou de peser. Et si nous ne sommes pas au second tour, nous pèserons dans le cadre d'une véritable coalition au pouvoir, comme dans toutes les démocraties européennes, et pas dans le cadre du ralliement des hommes ou encore moins d'une capitulation. Ce que je veux, c'est une coalition sous forme de contrat de gouvernement dans lequel, devant les Français, nous serons les gardiens et les garants vigilants de principes, de mesures et de réformes qui nous semblent fondamentales. Ce doit être ça, notre engagement auprès des Français. Et, mes chers amis, ce n'est pas la peine de vous refaire une nouvelle fois la litanie de toutes les propositions que nous avons faites depuis 2007, de balayer en leur temps d'un revers de main par le chef de l'État et qui, aujourd'hui, deviennent priorité nationale. La réduction des niches fiscales, la règle d'or dans la Constitution. Tant de sujets sur lesquels nous avons eu raison et nous n'avons pas été entendus. Que de temps perdu alors que l'urgence était immense. Alors, chers amis, notre défi immédiat, c'est de quitter au plus vite notre condition de centre strapontin pour peser sur toutes les décisions. Et je voudrais, à ce titre, évoquer l'anecdote que nous avons vécue cette semaine avec le débat parlementaire sur la loi de finances rectificative. Je vous raconte en 2 minutes. Jean-Louis et moi, nous avons déposé chacun une trentaine d'amendements que nous avons co-signés pour essayer de mettre un peu d'ordre, un peu d'équité et de justice sociale dans le bric-à-brac incroyable qui nous était proposé. Je ne veux pas m'étendre, mais le résultat, c'est encore que les classes moyennes seront amenées à payer l'addition. Il ne faut pas raconter d'histoire. La taxation des plus-values, des plus riches, n'est qu'un écran de fumée pour mieux faire passer une pilule qui est bien celle-là. Il y avait des moyens bien plus justes socialement et bien plus efficaces économiquement pour trouver les fameux 11 milliards. Je vous donne simplement un calcul que nous avons fait sur un sujet, les plus-values immobilières. Je vous le donne parce que c'est tellement choquant que je voudrais que vous l'entendiez. Le gouvernement a décidé de taxer les plus-values immobilières, qui fait que quelqu'un qui va avoir acheté une maison 150 000 €, qui 10 ans plus tard vendra 300 000 €, il sera amené à payer 45 000 € de plus-value. Il aura épargné, il aura fait des efforts durant 10 ans, remboursé un emprunt, et on lui dira passer à la caisse 45 000 €. Et dans le même temps, sur la taxation des plus hauts revenus, on a fixé la barre à 500 000 € par part fiscale, c'est-à-dire 600 000 € de revenus par part, c'est-à-dire pour un ménage 1 200 000 €. Vous en connaissez, vous, beaucoup des gens qui gagnent 1 200 000 €. Eh bien, cette même personne ou ce même couple qui va payer, qui a un revenu annuel de 1 200 000 €, eh bien, il paiera au titre de cette taxation sur les hauts revenus 3%, c'est-à-dire 36 000 €. D'un côté, vous avez quelqu'un qui a épargné et fait un effort pendant 10 ans, on le taxe de 45 000 €. De l'autre, vous avez un ménage qui gagne 1 200 000 € par an et à qui on demande 36 000 €. Eh bien, vous trouvez ça juste? Eh bien, moi, pas. Et je pense que nous tous qui sommes ici dénonçons des mesures de la sorte.
Eh bien, nous avons déposé des amendements, aucun n'a été adopté. L'indifférence à nos propositions a été à peu près à la lumière du mépris que nous portent nos partenaires. Eh bien, moi, je vous le dis, et je voudrais que ce soit aujourd'hui le serment de la Grande Motte, c'est pour 2012, sinon la victoire, ou au moins un groupe parlementaire capable de peser d'égal à égal avec l'UMP. Ce n'est pas 30 députés que je veux, c'est un groupe de 80 ou de 100 députés sans lesquels aucune majorité ne sera possible. Ça ne suffit pas. Je me permets de vous signaler, pour ceux qui ont envie d'être candidats aux élections législatives, que ça ne suffit pas de taper des mains dans une salle. Alors, c'est vrai qu'il existe, pour évoquer ce sujet une nouvelle fois, c'est vrai qu'il existe un autre centre, celui de notre concurrent immédiat. Sur la stratégie, tout nous oppose, car pour moi, l'indépendance ne se construit pas dans l'isolement et la vie politique ne se résume pas à l'observation critique. En revanche, et je l'ai dit à chaque discours, c'est vrai que nos idées et nos convictions sont proches, et c'est une évidence, et heureusement pour nous, qui avons fait 2 campagnes présidentielles avec lui. Mais ce qui nous sépare, et ce qui est fondamental, je le répète, c'est que nous sommes dans une stratégie d'alliance claire, car la démocratie l'exige, une stratégie d'alliance avec un parti de droite, et que pour nous, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Voilà la différence majeure et stratégique qui nous oppose à celui qui entretient la confusion jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Et c'est donc à cette seule condition qu'un rassemblement plus large du centre, que nous souhaitons tous, sera alors possible. Alors la deuxième chose importante que je voulais vous dire, les yeux dans les yeux cet après-midi, c'est de ne pas confondre la construction d'un nouveau parti avec la démarche d'une candidature présidentielle. J'aborde des sujets désagréables. Oui, il nous faut un candidat centriste à l'élection présidentielle. Je le dis depuis longtemps, et permettez-moi de vous le dire, je crois que j'ai été probablement le premier à le dire. Cela m'a même valu d'être viré du gouvernement. Mais je le rappelle à ceux qui l'auraient oublié, être candidat à l'élection présidentielle sous la Ve République, c'est une démarche personnelle, ce n'est pas une démarche partisane. Quand on est candidat, on n'est pas mandataire d'un parti politique. Quand on est candidat, on n'est pas le représentant d'un parti politique. On est candidat parce qu'on a une détermination sans faille et parce qu'on a envie de défendre un projet pour les Français. C'est une décision individuelle. Et cela veut donc dire aussi que chacun est libre d'annoncer sa candidature au moment qu'il juge le plus opportun. Même si, dans notre cas de figure, il serait mieux, en effet, qu'on y réfléchisse ensemble. Mais je me permets de vous signaler que vous ne le savez probablement pas, je ne sais pas où il est, là, dans la salle, mais il y a déjà un candidat à l'élection présidentielle dans la salle. C'est ni Jean-Louis ni moi, c'est Maxime Werner, qui a déjà, le jeune, qui a déjà annoncé qu'il était candidat et qu'il avait déjà 132 parrainages. Il n'a pas attendu l'accord de l'Alliance pour le faire. Alors je voudrais rassurer ceux qui ne dorment plus de cette situation intenable et infernale qui impose une réponse immédiate et imminente, comme si tout d'un coup il était temps d'annoncer la couleur. Eh bien, entre le 10 septembre et l'automne, je vous le dis, nous saurons bien trouver les voies
et les moyens pour écrire ensemble cette histoire. Ne doutez pas un seul instant du sens des responsabilités qui nous animent, Jean-Louis et moi, et aussi du vrai respect et de la volonté que nous avons de construire et de reconstruire cette famille politique. Alors l'essentiel aujourd'hui, comme dirait Jean-Marie Cavada, ce sont les idées. Les idées d'abord, comme dirait Catherine le plus grand des Normands, c'est-à-dire après Guillaume le Conquérant, Jean le Canuet. Mes chers amis, je vous le demande, la prochaine élection présidentielle va-t-elle se limiter à une surenchère des peurs, à une surenchère des angoisses, à une surenchère des prophéties, toutes plus noires les unes que les autres? La présidentielle s'annonce aujourd'hui un peu comme la rentrée littéraire. Pas un seul bouquin pour remonter le moral des Français. Eh bien, c'est pareil en politique. Pas un seul candidat pour offrir un peu d'optimisme. Oui, la situation est grave, voire gravissime. Oui, la zone euro est au bord de l'explosion. Oui, nos déficits nous mettent sous la menace des créanciers. Oui, notre économie perd chaque jour du terrain. Oui, notre système éducatif, avec 20% d'illettrés à la sortie de la CM2, est purement et simplement un suicide collectif. Et pourtant, moi je veux rester résolument optimiste car la France et les Français ont tout pour réussir. Eh bien mes chers amis, soyons les candidats de la modernité, soyons les candidats de l'énergie, soyons les candidats du positif. Je veux être aux côtés de tous ceux, de toutes celles et tous ceux qui ne se résignent pas au déclin de notre pays, de tous ceux qui se battent pour une Europe fédérale, de tous ceux qui fourmillent de projets, même quand les temps sont difficiles. Et j'ai envie de dire surtout quand les temps sont difficiles. Je vous le dis, je préfère encore être taxé d'idéaliste ou d'inconscient, mais je ne veux pas rejoindre les candidats de la sinistrose qui épuisent le pays. Ils sont tellement dans le négatif qu'ils finissent par nous vider complètement de notre énergie, qu'ils vident le pays de toute sa substance. Alors que les Français ont encore tellement à donner. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? C'est bien cette instrumentalisation des peurs, au nom de programmes politiques ou de méthodes de gouvernement qui sont du siècle passé. À droite, un président qui nous dit « Ne craignez rien, je suis là. C'est la tempête, mais restez chez vous. C'est moi qui fais le boulot. C'est dur, mais c'est mon job. Et regardez comme je suis courageux. » À gauche, c'est pire. C'est la crise, donc il faut qu'on vous protège. Et on va vous donner encore plus d'État, encore plus de fonctionnaires, encore plus d'emplois publics. Et vous verrez, le pays sera ruiné, mais on vous aura bien protégé. Eh bien, je crois que les Français, ils ne veulent ni l'un ni l'autre. Ils ne veulent ni d'un homme providentiel, ni d'un État-providence, parce qu'ils ont déjà donné et qu'ils n'y croient plus. Ce que veulent les Français, ils veulent être reconnus, ils veulent être associés, ils veulent être acteurs du renouveau du pays. C'est fini les sociétés verticales, c'est fini les sociétés où tout est décidé d'en haut. Et qu'est-ce que tu as fait lors du Grenelle de l'environnement? C'est exactement ça. C'est exactement associer, réunir, rassembler toutes celles et tous ceux qui ont envie de porter la transformation. Partout en France, mes chers amis. Les forces d'innovation existent et elles sont en marche. Ce sont des agriculteurs qui réinventent de nouvelles formes de coopératives et d'organisation de production. Ce sont des enseignants qui créent des espaces numériques de travail. Ce sont des élus ruraux qui se rassemblent pour proposer une nouvelle offre de soins. Ce sont des associations qui portent contre vents et marées une nouvelle approche du handicap. Ce sont des mères divorcées qui utilisent Internet pour échanger leur logement, pour se rapprocher de leurs enfants. Ce sont des réseaux sociaux qui permettent le financement de projets que les banques refusent de financer.
Et ce sont des entreprises qui savent nouer de nouvelles formes de dialogue social pour restaurer la performance. Je voudrais simplement, parce que derrière tout ça, j'ai des exemples en tête, je voudrais simplement vous donner un exemple, un seul. Parmi nos copains, tiens, il faudrait qu'on y aille ensemble. Nous avons le président de Findus, Mathieu Lambeau. Je ne sais pas s'il est là, Mathieu. Je suis allé à Boulogne-sur-Mer. Je vous raconte cette anecdote. Vous avez tous mangé des croquettes de poisson. Bon. Et vous en avez fait manger à vos pauvres enfants. Avec de la ketchup. Je visite cette entreprise. Des salariés formidables. Des gens inventifs, productifs. Et à la fin de cette demi-journée, Mathieu me dit, Hervé, tu ne le dis à personne, mais... Non, mais maintenant, je peux le raconter. Mais je vous ai dit qu'on était entre amis, qu'on était dans une relation confidentielle aujourd'hui, donc on peut y aller. Et Mathieu me dit, écoute, le groupe Findus, c'est 5 ou 6 usines en Europe, et mes actionnaires me demandent en permanence de fermer l'usine de Boulogne-sur-Mer. Parce que je ne suis pas capable de sortir à Boulogne-sur-Mer ma croquette de poisson au même tarif qu'aux Pays-Bas, qu'en Allemagne, que dans les pays scandinaves ou dans les pays anglais. Les Français sont plus productifs, mais avec le niveau de cotisation et de charges que vous mettez sur les entreprises et avec les 35 heures, je suis incapable de sortir ma croquette de poisson au même prix. Et il me dit, je vais engager un grand dialogue dans une ville avec une vraie tradition de lutte de classe. Je vais engager un dialogue nouveau pour essayer de faire en sorte que nous puissions trouver les voies et moyens pour sauver cette usine. Et il m'appelle au mois d'août et il me dit, c'est génial, tu sais, j'ai réussi. On s'est tous mis autour de la table, non pas dans une négociation classique, mais comment on s'en sort? Eh bien, aujourd'hui, on va investir, on a sauvé l'usine, on va investir et on va créer des emplois. Et je réponds à M. Copé que les 35 heures, vous ne les réglerez pas par une loi générale, mais au contraire en faisant confiance aux forces de transformation, aux syndicats de patrons et aux syndicats d'ouvriers qui, dans leurs entreprises ou dans leurs branches professionnelles, seront en mesure de pouvoir trouver les voies, les moyens et les solutions. Eh bien, c'est ça que nous devons porter. L'idée que l'innovation et la transformation, elle vient de la société et des Français. Alors, le temps presse, et je voudrais simplement vous dire que je souhaite que nous soyons les candidats de 3 ou 4 leitmotivs. Je voudrais que nous soyons les candidats de ce nouveau pacte social dont je viens de parler. Nos grands principes républicains, bien sûr, comme la laïcité ou l'égalité entre les hommes et les femmes, qui doivent être consolidés, fortifiés, mais en même temps, nous disons clairement, faire confiance aux corps intermédiaires, aux associations, aux syndicats, aux branches professionnelles pour que la société se rebâtisse avec eux. Candidat d'une vision moderne de la société aussi. Prenez le sujet de l'école, sans doute le plus décisif de tous. Eh bien, je veux que nous soyons les candidats de la confiance. Un sujet sur lequel tant l'UMP qui n'a pas réussi que le PS qui n'a rien compris sont disqualifiés. Au fond, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous différencie des pays qui réussissent? Est-ce les moyens? Non. On a doublé les moyens par élève depuis 1980. Est-ce la qualité des enseignants? Non. Est-ce nos programmes? Non. Ce qui nous plombe en premier, c'est l'absence de confiance au sein de la communauté éducative, des parents vers les enseignants, des enseignants vers les personnels de direction, des collectivités vers les rectorats. Tout le monde reproche à tout le monde, là, au contraire, tout le monde devrait être solidaire. Eh bien, pour relever le défi de cette nouvelle école, il faudra d'abord trouver les mots et les gestes qui redonnent confiance à l'ensemble de la communauté éducative pour construire un nouveau contrat entre l'école et la nation. Bien sûr, il faudra revenir sur la désectorisation qui a renforcé nos ghettos.
Bien sûr, il faudra cesser de mettre le calendrier scolaire en otage d'un secteur économique. Bien sûr, il faudra réviser nos modalités d'orientation qui accentuent le déterminisme. Et bien sûr, il faudra l'autonomie des établissements. Mais soyons les porte-paroles de ceux qui rêvent d'une société dans laquelle l'école n'est plus la priorité des critiques, mais au contraire la priorité des politiques. Voilà ce que nous devons défendre devant les Français. Candidats de la modernité, candidats de la confiance, mais nous devons être aussi les candidats de l'envie. Et je vais vous dire, l'envie, ce serait notre principal moteur de croissance. Il est là, ce point de croissance supplémentaire, qui nous ferait tant de bien pour l'emploi et pour nos déficits. Et il est là, dans toutes ces forces de création, d'innovation, dans tous ces courants porteurs que nous ne savons pas encourager. Mais qu'attendons-nous pour mettre en place la TVA sociale qui seule permettrait la baisse des charges sociales pour améliorer le pouvoir d'achat des salaires et renforcer la compétitivité de nos entreprises? Qu'attendons-nous pour simplifier enfin la lourdeur des contraintes administratives qui écoutent nos PME? Tu vois, il y a une chose qui devrait être une priorité absolue pour un président de la République, un engagement solennel, c'est garantir la stabilité juridique et fiscale. On change les lois tous les 3 mois, on change les dispositions fiscales tous les 6 mois, on empêche aux investisseurs d'avoir un horizon. Moi, je vous jure, j'ai entendu 100 fois, que ce soit des acteurs économiques ou des acteurs sociaux en charge de la réinsertion, j'ai entendu en permanence ce message simple: foutez-nous la paix. Foutez la paix à celles et ceux qui ont envie de créer et d'innover. Alors, mes chers amis, soyons enfin les candidats de la reconnaissance, de celles et ceux sans lesquels notre pacte social n'existerait plus. Les infirmières, les chercheurs, les enseignants, les magistrats, les policiers, j'ai oublié les militaires aussi. Dites-moi un peu, dites-moi ça simplement, répondez-moi à cette question. Où est la cohésion républicaine? Où est-elle cette cohésion sociale quand une infirmière gagne 1 200 € par mois, quand dans le même temps un banquier gagne 6 millions d'euros par an, soit 10 fois plus que sa rémunération d'il y a 10 ans? Que justifient de tels niveaux de rémunération? Eh bien, de telles injustices, de telles inégalités, ce n'est pas tolérable. Soyons enfin les candidats de la liberté et de la modernité, les candidats d'une société qui vous écoute et pas d'une société qui vous met sur écoute. Vous ne pouvez pas m'empêcher de le faire. Alors, mes chers amis, vous connaissez peut-être cette jolie phrase de Léo Ferré qui est mon auteur préféré. Elle était belle comme la révolte, elle s'appelait Imagination. Eh bien, je vous demande de faire de cette belle phrase notre exhortation. La vocation de notre alliance, ce n'est pas de cultiver la nostalgie. Elle est au contraire d'éclairer ce début de siècle comme nos prédécesseurs ont éclairé le siècle passé. Oui, soyons disponibles à toutes les idées, même à celles qui bousculent, même à celles qui dérangent. Soyons disponibles à toutes les interrogations, même celles qui sont encore sans réponse. Nous vivons dans un pays amoureux de son passé, c'est bien. Mais moi, je voudrais que nous imaginions aussi des lendemains que nous pourrions aimer, un futur que nous pourrions désirer. Cela fait des années que je vais à la rencontre des Français. J'ai rencontré par dizaines des agriculteurs, des parents d'élèves, des chercheurs, des acteurs sociaux, des chefs d'entreprise. Toutes ces expériences, toutes ces richesses, tous ces talents, toutes ces énergies, elles se sont articulées et elles se sont assemblées et elles m'ont permis d'imaginer la France de demain. Et c'est cette France que je voudrais que nous défendions. C'est cette France que je vous propose que nous incarnions. C'est cette France-là positive, cette France-là dynamique, cette France-là généreuse. Oui, mes chers amis,
C'est grâce à vous que nous allons construire la France de demain. Je vous remercie.